Alioune Badara Sy, je suis consultant, formateur en sciences sociales, expert en ingénierie de développement, coach en communication et en stratégie d'entreprise. Et par ailleurs, je suis président du CREDA. Le CREDA, c'est le Centre de recherche et d'études pour le développement en Afrique, qui est une plateforme, comme je le disais tantôt, d'ingénierie de développement qui s'occupe des questions de planification, des questions d'évaluation de projets et de programmes, des questions de maîtrise d'ouvrage communautaire, mais surtout de renforcement de capacité. Parce que je me dis par ailleurs que pour impulser le développement, il s'agit de renforcer, si vous voulez, le capital humain. C'est pourquoi le CREDA a ouvert, si vous voulez, un pan important de son intervention sur le renforcement des capacités, mais aussi destiné à des étudiants qui ont des prérequis, qui sont les futurs cadres, si vous voulez, de ce pays. Pour mes origines, moi je suis originaire du Boundou, qui est un fief, si vous voulez, qui était un royaume du Boundou, une théocratie. Dans la théocratie, nous avions deux pans, un pan religieux et un pan, si vous voulez, de la royauté. Donc, et cette grande famille, qui est, si vous voulez, la famille qui a essaimé tout ce qui s'appelle Si, Savané, Sei, Savaré. Donc, ce sont ces gens qui sont essaimés sur l'ensemble du territoire national, même un peu dans la sous-région. Donc, nos origines sont de l'Arabie Saoudite. Donc, comme beaucoup de peuples qui sont ici au Sénégal par migration, on est descendu jusqu'au niveau, si vous voulez, du Sénégal. Pour le titre de l'ouvrage, le choix, c'est que ce qu'il faut dire, c'est que dans nos pays, les gens passent beaucoup plus de temps, si vous voulez, à disserter sur des choses pour ne jamais aller vers l'action. Et que vous avez remarqué que beaucoup de gens sur beaucoup de problématiques ne s'entendent pas. Et parce que tout simplement, ils ont un petit souci, le souci, si vous voulez, du comment faire. Et pour le comment faire, c'est dans la pratique. Et dans la pratique, il y a plusieurs choses à dire. Et je dis que dans ces plusieurs choses, il y a un certain nombre de choses à faire pour pouvoir transformer, si vous voulez, le réel, pour pouvoir transformer, si vous voulez, les espaces organisationnels, pour aller vers des résultats. C'est pourquoi je dis les pratiques incontournables, pour dire qu'il y en a plusieurs qui sont pertinentes, mais il y a des pratiques qui sont incontournables. Et c'est pourquoi le volume de l'ouvrage n'a pas été si grand que ça, parce que chaque page est, si vous voulez, de l'expertise de très haut niveau, destinée, si vous voulez, à des acteurs qui, pas des sachants en management, mais à tout acteur qui sait lire et comprendre, puis s'approprier, si vous voulez, des choses très pratiques pour aller transformer son environnement organisationnel. Pour le résumé de l'œuvre, il faut comprendre que j'ai choisi trois axes principaux. Le management, j'ai choisi trois axes principaux. D'abord, le management. Ensuite le marketing et enfin la communication d'entreprise. Pourquoi ces éléments? Parce qu'en réalité, dans la vraie réalité, je devais tout simplement me limiter, si vous voulez, à dire le management des entreprises ou des organisations. Parce que dans le management, toutes les autres composantes. Mais la composante marketing, elle est tellement essentielle que c'est en réalité la finalité. Parce qu'une entreprise qui produit un bien, que ce soit un produit ou un service, sa finalité, c'est de vendre. Donc une entreprise qui ne vend pas, pourrait tomber en faillite. Mais pour ça aussi, pour mettre en branle tout ce processus, il faut de la communication. Aussi bien en interface interne, donc pour fédérer les forces en interne, pour que les gens puissent aller rapidement vers les résultats, mais ensuite en externe, la communication commerciale, la communication institutionnelle externe. Il y a aussi la communication sur l'image de l'entreprise qu'on appelle la relation publique. Donc tout ça, ce sont des formes de communication qui sont nécessaires aussi bien en interne, comme je le disais tantôt, qu'en externe, pour solidifier, si vous voulez, cette dynamique managériale. Mais je reviens pour dire que le mot management aurait pu suffire, mais d'aucuns ne le comprennent pas ainsi. C'est pourquoi j'ai pu faire, si vous voulez, cette séparation. Oui, le choix entre le concept pratique et le concept théorique, donc ce choix est assez logique, parce que je dis que il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi sur, si vous voulez, sur l'épistémologie, si vous voulez, de plusieurs sciences ou de plusieurs disciplines, notamment le management. Il y a des gens qui, au niveau des thèses, voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, et c'est tellement bien dit que finalement on comprend bien les choses. Mais comprendre les choses, si vous voulez, rentre dans la dynamique, si vous voulez, de la recherche fondamentale. Mais ici, je voulais faire, si vous voulez, dans la dynamique de la recherche appliquée.
Et dans la recherche appliquée, la théorie, certes, peut avoir une part, mais ce qui a vraiment d'essentiel, c'est dans la pratique. Donc nous avons deux pans. Un pan qui est la recherche fondamentale, qui permet d'avoir une vision beaucoup plus éclairée, si vous voulez, de la question. Il ne s'agit pas, si vous voulez, de ça dans cet ouvrage. Mais ici, il s'agit de la recherche appliquée. Et dans cette recherche appliquée, j'ai voulu donner quelques éléments qui sont pratiques. Et je ne dis pas que ce sont les éléments qui sont les exclusifs. Non. Parce que quelqu'un d'autre, et je le souhaite, quelqu'un d'autre d'ici quelques années peut dire que, ben, monsieur, si, il y a d'autres aspects que vous aurez pu traiter qui sont des éléments de la pratique qui n'ont pas été consignés. Et je le concède parce que, comme on dit, la science avance par contradiction. Et là, j'en serai très fier. Ou si d'ici quelques années, je perçois, si vous voulez, ces niveaux, je pourrais faire la seconde édition, la troisième, la quatrième, et que sais-je sur les nombres d'éditions qui vont venir. En réalité, j'ai voulu très sincèrement faire modeste. Mais c'est un livre qui est destiné à tout le monde. À toute personne qui veut piloter une initiative entrepreneuriale, organisationnelle, que ce soit une organisation d'affaires ou que ce soit une organisation sociale, que ce soit un groupement informel, que ce soit n'importe quelle structure. On vous donne les basiques pour être pertinent dans son approche. Parce que ce qu'on dit, et je tenais, si vous voulez, à le préciser, je suis très souvent à une émission à M6, à la télévision française M6, française ou occidentale M6, qui s'appelle Cauchemar en cuisine. Dans cette émission, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est un expert, un sachant, un chef cuisinier qui a une grande expertise en management, si vous voulez, d'un espace cuisine, de restaurant. C'est quelqu'un qui trouve des gens qui ont 25 ans de pratique, mais qui ont toujours des problèmes. Lui, il vient, il discute avec vous et il vous donne les solutions. Et là, qu'est-ce qui me plaît? Ce n'est pas l'aspect cuisine qui me plaît, non. C'est l'ensemble, comment est-ce qu'il donne les solutions en réalité, comment il réorganise, si vous voulez, l'approche managériale, si vous voulez, de ces entités. Et à la fin, qu'est-ce que je remarque? Toutes les personnes qui ont été invitées dans ces émissions, ils disent « Ah, je n'avais pas compris ». Mais c'est « Ah, je n'avais pas compris », le livre cherche à régler cela. Au lieu d'attendre au bout du rouleau pour dire que « Ah, je n'avais pas compris »,« Ah, je viens de comprendre », mais c'est en début que cet ouvrage vous donne les basiques. Les basiques. Et ce qui plaît pour moi dans cet ouvrage que j'ai écrit, c'est que c'est un français très simple, accessible à n'importe qui. Mais ce n'est pas simpliste quand même. C'est un ouvrage de très haut niveau. Je n'ose pas dire qu'il va rivaliser avec les ouvrages qui sont là, les grands classiques, non. Mais c'est un ouvrage, je pense, qui va rénover, si vous voulez, le management, le marketing et la communication au Sénégal, en Afrique, et je dis bien à travers le monde aussi. Le lien qui existe entre le marketing, le management, le marketing et la communication. Moi, je dis que ce sont trois choses que j'ai mises en exergue, mais en réalité, je le précise et je le répète, qu'on avait tout simplement besoin de dire management des organisations. On n'avait même pas besoin, si vous voulez, d'aller sur les autres aspects. Mais disons que le management, c'est quelque chose qu'on peut expliquer de diverses manières. Mais moi, j'ai deux approches pour comprendre le management. C'est déjà qu'on a une approche systémique. L'approche systémique, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes en organisation, toutes les entités qui sont au niveau de l'organisation, que ce soit la comptabilité, le marketing, la communication, l'approvisionnement, tous les secteurs, chaque secteur est un sous-système. Et chaque sous-système est en interaction avec les autres sous-systèmes dans le cadre de l'organisation qui est le système en réalité. Pour dire que ce sont un ensemble d'éléments distincts, mais pas différents, mais distincts, mais interreliés pour produire quoi? Le bien. Le bien, ça peut être un produit ou un service. Pour dire que le management est compris sous cet angle. L'autre aspect, si vous voulez, du management dont je suis partant, c'est l'approche, si vous voulez, du management de la contingence. Il ne s'agit pas d'avoir, si vous voulez, un canevas qu'on va proposer, mais c'est dire que c'est la situation qui détient en elle-même la solution. C'est ça qu'on appelle l'approche du management situationnel ou l'école de la contingence. Donc pour moi, je suis de ces deux écoles. Il y en a plusieurs. Il y a l'école behavioriste, il y a l'école de la gestion, etc. Mais moi, je suis de ces deux écoles. Déjà, comprendre que toute organisation est un système. Et le système est composé de sous-systèmes. Chaque sous-système est interrelié entre eux. Mais pourquoi c'est interrelié? Si dans une entreprise, nous aurions un sous-système
qui n'est pas dynamique en termes d'interactivité, dites-vous que c'est un sous-système à enlever. C'est dire que c'est un ensemble d'éléments distincts, interreliés, organisés en fonction d'un but. Prenons un exemple, nous avons un comptable qui n'est pas bien, qui n'a pas l'expertise, si vous voulez, de la comptabilité. À plus ou moins long terme, ça va se faire ressentir sur l'ensemble, si vous voulez, de la dynamique managériale. Nous avons un chargé du marketing qui n'est pas à son poste. À plus ou moins long terme, ça se saura. Et je reviens pour dire que cet exemple que je donne très souvent, quelqu'un qui a mal quelque part, qui a une plaie au niveau de la jambe, personne ne voit la plaie. On lui dit, soignez la plaie. Il dit que non, c'est pas grave. Un jour, il va commencer à boitiller parce que la plaie s'est infectée. Après, il y a les ganglions, il va tomber malade. Personne n'avait vu la plaie. Donc la plaie est un sous-système qui n'a pas été réglé. Donc ce sous-système a influé l'ensemble du sous-système, donc la personne qui peut être assimilée comme l'organisation. Pour réussir une entreprise, il faut un bon manager. Moi, j'ai posé une loi mathématique qui dit que si nous avons un bon manager, une mauvaise équipe, on irait avoir d'excellents résultats. Si nous avons un mauvais manager, une meilleure équipe, on irait avoir de mauvais résultats. C'est dire que si nous avons un poisson, si la tête est pourrie, c'est tout le corps qui est pourri. Parce que le manager doit avoir un certain nombre de choses. D'abord, un manager doit avoir le savoir. Donc le savoir, c'est l'aspect académique, c'est l'aspect, si vous voulez, de la qualification. D'accord. Le manager doit avoir le savoir-faire. Ce savoir, il doit le traduire, si vous voulez, en pratique, c'est le savoir-faire. Mais il ne doit pas s'arrêter à ça, il doit faire un transfert, si vous voulez, de compétences vers ses collaborateurs, mais de façon progressive. Il y a toute une stratégie à faire. C'est ça qu'on appelle le savoir-faire. L'autre niveau du manager, c'est le savoir-être. Parce que c'est lui qui doit inspirer, si vous voulez, son organisation, qui doit inspirer la confiance, la crédibilité. Donc ce sont ces 4 niveaux qu'il doit avoir. Et aussi un élément qui est fondamental, connaître ses hommes, connaître ses femmes. Parce que lui, il ne peut pas se démultiplier en 4 ou en 5. Mais ce qu'il peut faire, c'est connaître chacun pour voir qu'est-ce qu'il va faire à qui pour avoir, si vous voulez, les résultats. Mais un autre élément aussi qui est important, c'est d'abord créer cette dynamique organisationnelle qui va faire quoi? Qui va faire en sorte qu'on ait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, c'est important. Ça, c'est un niveau. L'autre niveau, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais il faut surveiller ces hommes pour faire la chose à faire. Merci pour l'organisation, si vous voulez, spatiale du manager. Pourquoi? Parce que déjà, nous sommes, si vous voulez, dans un contexte de concurrence. Et les gens vont vite et très vite. Donc, si le manager ne s'organise pas, il pourrait avoir besoin, si vous voulez, d'un élément qui est dans son bureau, il ne le retrouve pas. C'est un retard par rapport, si vous voulez, à l'exécution de son travail. Le premier élément à faire, donc lorsque le manager vient à son bureau, c'est d'abord, si vous voulez, de classifier l'ensemble de ses dossiers sur 5 tiroirs. Et ces 5 tiroirs, le premier tiroir, c'est le tiroir A. Il mettra les dossiers actuels. Le tiroir C, il met les courriers. Le tiroir T, il met les dossiers à transmettre à qui de droit. Le tiroir E, il met les dossiers à éliminer. Le tiroir S, il met les dossiers à suivre. Donc, c'est si vous voulez, des séries d'expertises, si vous voulez, organisationnelles de façon très simple à organiser, que j'ai détaillé, si vous voulez, dans l'ouvrage. L'autre élément, si vous voulez, au niveau de sa table, il y a des calendriers à chevaler qu'on met sur les tables. C'est pour déjà avoir, si vous voulez, le temps, mais aussi, surtout pour cacher l'information vis-à-vis d'un visiteur qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y a des visiteurs qui peuvent venir au niveau de votre organisation, qui peuvent faire le benchmarking. Le benchmarking, c'est espionner en réalité. Mais beaucoup de managers ne l'appellent pas ainsi. Moi, je l'appelle tout simplement de l'espionnage. Donc, ils viennent espionner pour prendre de vos pratiques, pour essayer de les agréger, si vous voulez, au niveau de leur structure. Donc, ça sert à ça. L'autre élément, c'est qu'il faut avoir votre téléphone à votre gauche si vous êtes droitier. Vous avez à votre droite, si vous voulez, un bloc-notes ouvert ou un agenda avec un stylo qui est ouvert. D'accord. Vous avez aussi votre ordinateur un peu à votre gauche ou à votre droite, mais à l'oblique, pour éviter qu'un visiteur puisse regarder le contenu de ce que vous travaillez. Et faites en sorte que d'avoir votre ordinateur qui, lorsque vous n'utilisez pas pour 1 minute, il y a un écran, si vous voulez, d'éveil pour éviter que quelqu'un puisse, de façon très habile, puisse voir. Parce que, comme on dit, qui détient l'information détient le pouvoir.
Donc on ne doit pas laisser ces informations stratégiques à la portée, si vous voulez, du grand public. L'autre élément qui est essentiel, il faut avoir, si vous voulez, sa fenêtre derrière soi. Pourquoi? Très simple, parce que c'est pour éviter d'avoir les réverbérations, les lumières du jour devant ses yeux. Ça peut impacter, si vous voulez, sur vos yeux à plus ou moins long terme. C'est dire qu'il faut créer des conditions ergonomiques pour être en forme. Et le fauteuil sur lequel le manager doit s'asseoir doit être un fauteuil très doué, avec des possibilités, si vous voulez, de mouvement de gauche à droite et de s'étirer. Parce qu'en réalité, le repos fait partie du travail. Et il y a une approche, si vous voulez, de management qui n'a pas été traitée dans cet ouvrage et que je ne traiterai jamais. C'est le lean management. Le lean management, c'est faire en sorte que le travail soit le cœur d'activité, si vous voulez, du travailleur. Moi, je dis non. Il faut, dans le travail, trouver des plages de repos, hors pause. Parce que le repos est une partie du travail. Et ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est déjà de déterminer des objectifs à faire atteindre, si vous voulez, aux collaborateurs. Maintenant, comment il le fait, ce n'est pas notre problème. On lui donne un temps qu'il aille prendre du café, qu'il aille faire autre chose. Mais l'essentiel, qu'à terme, qu'il puisse nous proposer un résultat factuel sur lequel on peut savoir qu'il avait fait le travail. Mais quant à contraindre les gens à travailler, et dans cette option de lean management, il propose même que les fauteuils n'aient pas d'accoudoir. Il y a même des gens qui vont jusqu'à dire que les fauteuils n'aient pas de dossard. C'est pour dire que les gens vont s'épancher sur la table pour ne pas prendre le temps de repos. Et là, c'est harassant et ce n'est pas, si vous voulez, ergonomique dans le cadre managérial. Oui, la question à savoir, il n'y a pas de grande entreprise, il y a que de grands leaders. Je confirme, j'atteste, comme je le disais en supra. C'est si le leader est bon, ben, on aurait d'excellents résultats. Maintenant, c'est pourquoi dans la gestion, si vous voulez, de la qualité ou la gestion axée sur les résultats qu'on appelle la GAR, il faut avoir un excellent leader, plutôt, je rectifie, un excellent manager. Ici, il ne s'agit pas de leader, c'est plutôt un manager. Il s'agit d'avoir un excellent manager qui va impulser les dynamiques. Mais si par ailleurs nous aurions des gens, des compétences avérées, ben c'est ça la réussite. Et je précise aussi que c'est pourquoi je l'ai dit, si vous voulez, par ailleurs dans les émissions dont je suis convié, je dis que l'Afrique n'a pas besoin de bailleurs de fonds. L'Afrique a besoin de bailleurs d'idées. Donc pour dire que le manager doit être le porteur d'idées, mais qui doit distiller de façon progressive, parce que les gens n'ont pas les mêmes canaux d'absorption de l'information, ni la même temporalité d'absorption de l'information, si vous voulez, ou plutôt de la compétence. Il y a des gens qui sont des gens oculaires, ils voient une fois, ils disent « Ah oui, ça j'ai déjà vu ». Il y a des gens qui font une fois, ils disent « Ah oui, ça j'ai déjà fait ». Il y a des gens qui entendent une fois, ils disent « Ah oui, j'ai déjà entendu ». Cela veut dire que ces 4 canaux, si vous voulez, d'absorption de l'information vont aider au manager de savoir que pour mieux faire à l'autre, voici le canal par lequel il faut passer. Et je reprécise par rapport à la question, il faut un excellent manager pour avoir d'excellents résultats, même si par ailleurs l'organisation n'est pas une organisation qui est pertinente. À la question de savoir que si le management est un don ou un acquis, moi je dis que le management est une science. Dans cet ouvrage, j'ai voulu dire que le management est une science à apprendre. C'est une science à apprendre. Et dans cette science, il faut avoir, si vous voulez, une vision transdisciplinaire et c'est possible. Les sciences sociales offrent, si vous voulez, cette possibilité. Il y a Socrate qui disait que mieux vaut connaître le peu de tout que le tout d'une chose. Parce que dans la réalité, la société, elle est plurifaciale. La société, elle est économique, elle est juridique, elle est culturelle, elle est politique. La société, elle est plurifaciale. Donc le manager, c'est quelqu'un qui doit connaître le peu de tout de ces choses, mais le peu de façon très pratique. Il n'a pas besoin d'entrer dans le domaine pour avoir un éclairage très pointu, non. Il y a des experts qui ont été recrutés pour ça, mais lui, il doit avoir un regard sur ces éléments et pouvoir comprendre et donner les balises, si vous voulez, à l'expert qui va creuser pour apporter, si vous voulez, la plus-value qu'il faut dans les différents domaines. La valeur de la communication,
j'en rajouterai de l'information aussi. Elle est essentielle. Cette valeur est essentielle. Parce que l'information montre que moi, en tant que manager, j'ai une expertise que les autres ne détiennent pas. Je viens livrer, si vous voulez, à mes collaborateurs. Ils ne savaient pas, je le livre. Ça, c'est l'information. Mais dans la communication, moi, je sais que j'ai une partie, si vous voulez, de la solution. Et je suppose que mes collaborateurs ont une partie de la solution. On se voit autour, si vous voulez, des espaces, si vous voulez, de rencontres, des réunions, pour échanger, pour trouver la bonne formule. Là, je dis très souvent que c'est 1 plus 1 égale 3 en ce moment. Parce que c'est 1, c'est moi, 1, ce sont les autres. Si on se voit, nous avons une troisième façon de voir les réalités. Ça, c'est essentiel. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Marshall McLuhan qui disait que message is massage. Donc, dans la communication, ce qu'il veut dire, c'est que lorsqu'on communique, on va avoir une autre façon de voir et de comprendre les réalités. C'est ça qui est fondamental. Mais il revient de préciser que message is medium. Mais pour ça, il faut passer par le bon canal. Si, par exemple, le canal de l'information ou de la communication que j'utilise, c'est la télévision, vous voulez passer par le magazine, si vous voulez, de l'entreprise, ben, je ne serai pas exposé, si vous voulez, à votre information ou à votre dynamique de communication. C'est dire que la communication, c'est la clé de voûte en réalité de tout le processus managérial. C'est la clé de voûte aussi bien en interne qu'en externe. Aussi bien, en réalité, que ce soit le management, que ce soit le marketing, que ce soit dans tous les domaines de la vie, c'est l'information, c'est la communication. Donc, pour être très expert, et je le dis très souvent, les meilleurs managers, c'est soit les médecins, les meilleurs managers, c'est soit les journalistes, les meilleurs managers, c'est soit les gens qui ont fait de la psychosociologie sociale. Ce sont les gens qui ont des prérequis très solides pour être de vrais managers. Donc le reste, ce sont des outils à connaître, à comprendre, des basiques, notamment à poser, si vous voulez, les basiques de l'organisation, à chercher les meilleurs hommes, à les suivre, à demander des UEV. Il y a plusieurs éléments qu'il faut avoir. Mais ce sont vraiment ces experts qui ont vraiment tous les prérequis pour pouvoir être d'excellents managers. Oui, pour la vente d'un produit, comme un service, parce que l'ensemble constitue un bien, parce que c'est la finalité de l'entreprise, c'est de vendre, c'est de mettre sur le marché un bien, qui est soit un produit qui est matériel ou un service qui est immatériel. Mais la vente, si vous voulez, ça ne s'invente pas. C'est toute une expertise. Avant de vendre, il y a déjà un élément qui est fondamental, c'est de savoir les besoins, si vous voulez, de votre marché. Et votre marché, pour connaître ses besoins, il faut, si vous voulez, une étude de marché. Et l'étude de marché, il y a des multitudes d'outils qui sont du plus simple au plus complexe. Et pour ça, l'entreprise, si vous voulez, doit s'attacher les services, si vous voulez, de quelqu'un qui a une expertise en statistique. Donc pour dire que nous sommes des profils différents, chacun a un rôle très important, si vous voulez, à jouer. Un statisticien qui doit continuellement faire des études des besoins, si vous voulez, de votre cible, et des besoins toujours renouvelés de votre cible. Parce qu'une cible peut vouloir, si vous voulez, un élément, vous concevez le produit, avant même de lancer, son besoin a changé. Et le statisticien, son rôle c'est quoi? C'est de déterminer d'abord les besoins de la cible et voir l'actualisation, si vous voulez, de ces besoins. Mais donc, si le besoin, si vous voulez, est conçu, nous aurons deux niveaux. Le premier niveau, si vous voulez, d'un produit comme d'un service, c'est le produit utilitaire. Un produit, pourquoi est-ce que j'utilise, si vous voulez, un pot de café? C'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle le produit utilitaire. Maintenant, le deuxième niveau du produit, c'est le produit standard. Qu'est-ce que le produit standard? C'est tout ce qu'on peut voir et toucher du produit. Le nom, la couleur, la forme, le format, tout ce qu'on peut voir et toucher. Des fois, on peut avoir, par exemple, vous entrez au Sénégal dans le domaine, si vous voulez, des bouillons, mais il y a des couleurs, il y a des codes couleurs qui sont respectés. Jaune, rouge, marron. Mais quelqu'un qui vient avec, si vous voulez, une couleur verte, mais c'est la couleur des lessives peut-être. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait être en déphasage par rapport, si vous voulez, aux standards offerts sur le marché. Et ça pourrait être un désavantage. C'est dire que déjà, nous réglons le problème de l'utilitaire qui est à l'intérieur. Nous essayons de demander à la cible comment vous voulez que le produit soit. Par rapport, si vous voulez, à l'étude de marché, le marché va déterminer, voici comment je veux que le produit soit. Maintenant, comment vous voulez que l'extérieur soit? Est-ce que le nom qui est proposé est bon? Oui, c'est un beau nom, non, ça, il faut changer. D'accord. Il vous essaie de proposer, regardez dans les bouillons, vous voyez des noms qui collent, si vous voulez, soit au gustatif, soit à la femme. Adja, Mami, Nokos. Voyez un peu. C'est tous, soit c'est dans le gustatif, soit c'est lié à la femme, à l'environnement, si vous voulez, de la femme. C'est pourquoi ce sont des produits qui marchent.
Maintenant, le troisième niveau sur le produit, c'est le produit maintenant global. Et le produit global, c'est l'appréciation de celui qui consomme le produit. S'il dit que ah non, c'est un mauvais produit, peut-être que c'est l'utilitaire qui n'est pas bon, mais il met tout dans un même paquet pour dire que c'est mauvais. Donc l'étude de marché, pour moi, la vente démarre par d'abord l'étude de marché. Et pour conserver sur son marché, il faut continuer à faire de façon continue une étude pour adapter le produit, si vous voulez, aux nouveaux besoins. Parce que je peux avoir un marché qui a besoin du lait caillé sucré vanillé. Oui, c'est un marché. Mais à un moment, quelqu'un veut du lait caillé sucré vanillé, mais avec une autre composante de couleur, etc. D'accord. Donc tout ça, c'est les statisticiens qui vont aider à nous dire, et c'est en ce moment qu'on peut soit éliminer le premier produit ou maintenir le premier produit et créer un nouveau produit. Ces deux produits, maintenant, vont former ce qu'on appelle la gamme. Chaque produit est une ligne. Maintenant, s'il y a 2 ou 3 ou 4, on a une gamme. Des fois, vous entendez la gamme temps. C'est cette gamme qu'il faut conserver. Maintenant, dans cette gamme, il y a un produit qui tire, qui est très vendu. On appelle la produit vedette. Il y a d'autres qui sont moins vendus et on peut chercher à les retirer de façon progressive. Mais comment? De façon très simple. On essaie de voir le produit qui marche pour dire que si vous en achetez 4, on vous offre 1. C'est une façon de faire sortir le produit, si vous voulez, de la gamme et ensuite toujours actualiser. Vous voyez, les grandes marques occidentales, leur grande réussite, c'est rien d'autre que faire toujours des études continues de marché pour pouvoir s'adapter, si vous voulez, aux nouveaux besoins, si vous voulez, de leur cible. Oui, par rapport, si vous voulez, à la cible, la vente dépendant, si vous voulez, pour dire vrai, de la cible, disons qu'il y a aussi un élément qui est fondamental, si vous voulez, c'est la concurrence. Parce que déjà, la cible peut répondre comme il faut par rapport à ce produit, qui colle, si vous voulez, à ses réels besoins, mais un concurrent peut venir casser les prix, qu'on appelle en marketing le dumping. Donc, la réaction, le fait de casser les prix peut faire en sorte que la clientèle va migrer. Parce qu'il faut le dire, que le client ne cherche qu'une seule et unique chose. Quelqu'un qui cherche à satisfaire, si vous voulez, ses besoins. Le client n'a qu'une seule chose et qui veut qu'on satisfasse, c'est son besoin. Maintenant, si ce besoin est satisfait en termes de prix qui est concurrentiel, ben oui, lui, il va migrer. Si c'est satisfait en termes, si vous voulez, d'utilitaire qui répond, mais il va migrer. C'est chaque fois faire une chose, non seulement chercher à répondre à ses besoins, je vais même jusqu'à dire à ses caprices. Mais on ne répond pas aussi, si vous voulez, à un besoin d'une cible comme ça. Mais il faut que cette cible soit nombreuse, ce que j'appelle la substantialité. Parce que si, par exemple, nous sommes 100 et qu'il n'y a que 2 personnes qui ont un besoin, non, il ne s'agit pas de répondre. Nous sommes 100, il y a 75 qui ont ce besoin. Oui, là, c'est rentable. Parce que je le dis très souvent, que le marketing est un ensemble de stratégies visant à découvrir les besoins d'un marché jugé rentable, à satisfaire ce marché et à continuer à satisfaire ce marché aussi longtemps que possible. Le mot de la rentabilité dépend, si vous voulez, du grand nombre. Ça, c'est un élément important. L'autre pan, comme je le disais tantôt, c'est surveiller maintenant la concurrence. Parce que lorsque vous réagissez, vous lancez un produit, mais vous êtes regardé par la concurrence, qui fait le benchmarking, qui essaie de voir ce que vous faites pour pouvoir ajuster sa stratégie commerciale en fonction, si vous voulez, de votre stratégie. Mais chaque fois, vendre aussi dépend aussi d'un élément qui est fondamental, la communication, la crédibilité. Et dans cette communication, on peut faire une communication où on va faire une communication pour dire que nous sommes un produit haut de gamme. Parce que quelque chose peut coûter 100 francs, on l'amène dans une boutique en centre-ville, ça peut coûter 1000 francs. On amène ce même produit en banlieue, ça coûte 100 francs. Donc juste changer la place, ça crée, si vous voulez, un effet sur le prix. C'est ça qu'on appelle le positionnement. Tout ça doit être accompagné par une communication crédible, très crédible, qui fera en sorte que les gens puissent penser, oui, d'accord, donc ça doit valoir le coup, alors que ce n'est que le même produit. Donc la communication est une donnée essentielle, comme le disait Marshall McLuhan, message is massage. Parce que le message que vous voulez faire à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que l'idée que vous voulez faire croire à quelqu'un est détenue par la stratégie, la pertinence, si vous voulez, de la communication que vous faites liée au produit. Entreprendre au Sénégal semble très difficile, au Sénégal, notamment pour les jeunes. Moi, je dis que c'est très difficile. Parce que tout simplement, les gens veulent faire et ne veulent pas faire avec de l'expertise. Parce que vous voyez quelqu'un qui est dans un domaine,
qui réussit, ou qui réussit entre guillemets, bon, vous venez, vous lui faites une proposition stratégique, parce que lorsque vous venez dans son entreprise, vous voyez déjà les problèmes. Mais lui, il ne trouve pas les problèmes parce que depuis presque 20 ans, peut-être 30 ans, il est dans ce train-train. Donc il pense que la bonne stratégie, c'est ce qu'il fait. Alors que vous, en tant que consultant, vous venez, vous voyez déjà ces problèmes. Avec quelques conseils, vous pouvez l'aider. Mais les gens ne savent pas payer l'expertise. Ils vont se dire que non, de toutes les façons, avec ou sans vous, moi je suis en train de me faire de l'argent, donc je n'ai pas besoin de vous. Alors que qu'est-ce que le manager peut aider? Le manager peut aider à donner quelques éléments pour permettre à l'autre de faire moins d'activités et de gagner plus. D'accord. Maintenant, par rapport aux jeunes aussi, il y a un élément qui est fondamental, c'est que les jeunes ne prennent pas le temps d'apprendre, ne prennent pas le temps d'aller en stage, de se frotter, si vous voulez, à divers milieux, afin de s'outiller pratique pour connaître les réalités de l'environnement. Et les jeunes aussi n'osent pas aller, si vous voulez, dans une entreprise en démarrant petit. Comme je dis très souvent, et ça j'en félicite, si vous voulez, les Guinéens qui, il y a quelques années derrière, ils étaient dans les Diallo Kering, Diallo Banane, etc. Mais maintenant, ce sont les Diallo de toutes les grandes structures qui sont ici au Sénégal. Parce que c'est des gens qui avaient commencé à entreprendre, mais en commençant petit. Oser démarrer petit, mais avoir une très haute vision. Mais lorsque vous démarrez petit, quel est l'avantage? C'est que déjà, c'est à taille humaine, votre activité. Et vous commencez à apprécier les difficultés, à connaître et que l'interface externe, la cible, commence à vous connaître. Et lorsque la cible va venir vers vous, c'est la cible qui va vous dire que vous êtes en train de vendre ça. Est-ce que vous ne pourriez pas y ajouter ceci? Si vous le dites, c'est que parce que tout simplement, c'est un besoin sur de la cible. Vous ajoutez ça, effectivement, finalement, vous allez recueillir tous les besoins, vous allez les traduire sur un produit que vous allez vendre. Et c'est comme ça qu'on grandit au fur et à mesure. Mais on ne peut pas démarrer aujourd'hui pour avoir, si vous voulez, une très grande entreprise. Les gens veulent tous avoir réussi tout de suite. Non, la réussite, ça se construit chaque jour. Et chaque jour, on apprend, si vous voulez, de nos erreurs pour pouvoir rectifier, pour aller de l'avant. Le mot de la fin, c'est dire que l'Afrique n'a pas besoin de bailleurs de fonds. L'Afrique a besoin de bailleurs d'expertise. L'Afrique a besoin de bailleurs de compétences. L'Afrique a besoin de bailleurs de pratique pour qu'on puisse transformer, si vous voulez, nos réalités. Et le premier élément que les Africains, ou ceux qui aiment l'Afrique, qui pensent qu'il faut apporter à l'Afrique, c'est d'abord l'éveil, si vous voulez, des consciences populaires, pour leur dire que tout ce que vous cherchez par ailleurs dans le monde, c'est sous nos pieds. Nous avons l'eau, nous avons la terre, nous avons les hommes, nous avons tous les grands potentiels qui sont en train de faire le monde. Donc nous pouvons utiliser ce potentiel pour nous faire. L'Afrique peut être la première puissance du monde. Et vous remercie encore pour cette invitation.